Bon matin et bienvenue à TV Laval Nouvelles. Aujourd'hui, on va parler des parcs à Laval avec notre chroniqueuse culturelle Victoria. Vous savez, ici à l'émission, on a souvent parlé de diversité culturelle, mais on est à Laval, donc pourquoi ne pas s'informer sur la diversité culturelle qui existe à Laval? C'est ce qu'on va faire un peu plus tard. Événements sportifs très médiatisés qui captivent bien des gens partout sur la planète, la Coupe du Monde. On va en parler avec Raresse. Et Nicolas nous présente un film récemment sorti avec l'acteur Dwayne Johnson. Je vous laisse deviner le film. Plusieurs autres sujets aussi passionnants les uns que les autres. Bonne émission. Aujourd'hui, on va parler de respiration, un des éléments essentiels du yoga. Bonjour Ruxandra, ça va bien? Ça va bien, toi? Pourquoi la respiration, c'est si important dans le yoga? Dans le fond, qu'est-ce que ça vient faire? Ça va venir contrôler tout. La respiration en sanskrit, en indien, s'appelle la pranayama. Pran, ça veut dire souffle. Ayama, ça veut dire contrôle. OK. Fait que dans l'ancien, dans le yoga, depuis les milliers d'années que ça existe, les Indiens, ils pensaient, ils croyaient, ils vivaient là-dessus, guidés par ça. Que quand que tu contrôles ton souffle, tu contrôles ton corps. Tu es ton propre maître. Vraiment. Et tu contrôles aussi ton mental, ta façon de penser, la rapidité de tes pensées. Tu es capable plus d'arrêter, prendre le temps de voir qu'est-ce qui rentre, t'analyser un peu, puis ressortir quelque chose qui a plus d'allure que si... Bien, je trouve que ça fait beaucoup de sens parce que si on pense à l'anxiété, qui est un problème de santé mentale très présent aujourd'hui, souvent, ça semble banal, mais on dit aux gens qui font de l'anxiété de respirer. Oui. Respire, relax, respire. Exactement. Détends ton corps. Puis ça semble simple, mais souvent, c'est ça qui vient relaxer la personne puis l'empêche de faire une crise de panique. Donc, c'est vraiment important, la respiration. Et là, aujourd'hui, tu vas nous montrer 5 sortes de respiration. Exactement. Et je vous invite à la maison de les essayer avec nous. Puis je vais essayer de les nommer comme il faut aussi. C'est bon. on te donne une chance, on te donne une chance. Fait que la première, puis ça, c'est vraiment la première respiration que tu dois pratiquer avant de passer aux autres. OK. Puis juste en passant, c'est bon de les faire accompagner d'un prof de yoga. Oui. Parce que des fois, elles peuvent être un petit peu plus difficiles ou moins familières aux gens. Puis si on les fait tout croche, ça se peut qu'il y ait l'effet inverse. Fait que tu peux créer une crise de panique en train de respirer de la mauvaise façon puis de te faire hyperventiler. Puis tu veux pas. Un peu comme des mouvements en activité physique, hein? C'est toujours mieux de les faire au début avec un professionnel. Exactement, ou juste apprendre comment respirer, tout dépendamment des conditions qui sont autour de toi. Avec la chaleur qui a fait, tu peux très facilement avoir plus chaud ou moins chaud en utilisant la respiration pour soit te refroidir ou... Fait que la première, c'est vraiment la respiration de base. Puis, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? C'est vraiment qu'on a des poumons avec une capacité beaucoup plus grande que celle qu'on utilise à tous les jours. Fait qu'on respire peut-être, je pense que c'est quelque chose comme 10% de la capacité maximale de nos poumons. Fait que c'est vraiment rien. On n'utilise presque pas nos poumons. Puis, la respiration qui s'appelle Bhastrika. Bhastrika, c'est vraiment la respiration yogique. Tu te places dans ta position de petit J'ai une jupe, je vais m'abstenir, mais je vais te regarder. Et tu respires, puis qu'est-ce que tu veux accomplir? C'est un respire aussi long que ton expire. OK. Fait que tu veux rentrer le plus d'air que tu peux, puis tu veux sortir tout l'air que tu viens de rentrer. Tu respires vers ton ventre, puis tu fais bouger ton diaphragme vers le bas, ce qui va te calmer, permettre la relaxation. Fait que tu essaies toujours de respirer par le nez parce que toute l'air est filtré et nettoyé. Tu expires par la bouche ou tu peux expirer par le nez aussi, c'est parfait. La deuxième respiration a pour but de balancer ton côté droit, ton côté gauche. Fait que tu viens respirer dans la même position, sauf que cette fois-ci, tu vas mettre ton index sur la narine par laquelle tu veux ne pas respirer, puis tu vas garder ton pouce sur la narine, à côté de la narine par laquelle tu veux respirer. Fait que tu es ici comme ça, tu gardes ton index là, ton pouce il est là, puis là tu inspires, tu bloques,
Voilà. 5 secondes. Et d'expire. Donc, c'est toujours de la même narine que l'air entre et l'air ressort. Exactement. Tu le fais d'un côté. Tu peux le répéter en alternant les deux côtés. Fait que l'autre côté, tu viens mettre ton pouce sur la narine qui vient d'expirer. Ouais. Tu inspires par l'autre narine. Là, tu viens bloquer. Et on bloque pendant, relâches. tu disais, à peu près 5 secondes? 5 secondes. Quelque chose de confortable. Parce que tu veux pas trop garder ton souffle non plus. Ça peut causer l'hyperventilation. Oui. Fait que tu bloques graduellement. Tu peux augmenter le nombre de secondes pendant lesquelles tu bloques, mais tu veux que ça soit égal des deux côtés. OK. Fait que si tu comptes jusqu'à 3 d'un bord, bien, il faut que tu comptes jusqu'à 3 de l'autre côté. C'est pour équilibrer. Oui. La prochaine, c'est vraiment une respiration énergisante qui va aussi travailler les abdos. On peut la faire au bureau. Ça va nous permettre de mieux continuer notre journée. Même position. On peut la faire assise aussi. On respire l'air dans nos poumons au maximum, puis on l'expire juste en laissant sortir naturellement par des contractions abdominales. OK. Fait que tu prends ton air dans ton ventre, puis là, tu contractes ton ventre pour faire pousser l'air vers l'extérieur. Fait que tu es en train de bouger ton diaphragme, ce qui fait que tu contractes tous tes muscles des abdos, Ouais. puis tu es en train de tout vider l'air que tu viens de rentrer dans tes Donc, poumons. on contracte nos abdos et en même temps, on pousse vers l'air. Exactement. On pousse l'air vers le haut. Le diaphragme, il se fait repousser vers le haut, fait que ça suctionne ton air de ton ventre, puis ça vient le sortir tout seul. La prochaine respiration. La prochaine respiration, c'est une respiration relaxante. Tu prends une grande respiration dans l'arrière de ta gorge. Fait que... Puis là, tu laisses sortir comme un petit grognement, un petit grognement. Ça donne le goût de rire. Et ça amène un effet calmant par la oui. vibration. Exactement. Puis celle-là, elle s'appelle Brahmari. Celle énergisante avec les abdos tantôt, c'était la Kapalbhati. Oui. Et la dernière, c'est la Shitali. Elle peut même calmer votre cœur ou peut-être se débarrasser de la fièvre. OK. T'inspires. T'expires. Tu viens sortir la langue. Tu veux faire un tube. Et c'est comme ça qu'on respire à travers le tube de notre langue. Et cette dernière respiration-là vient nous détendre. Détendre, ça peut enlever la fièvre et ça peut aussi régler notre rythme cardiaque Wow. à travers le tube. Si tu contrôles le montant d'air que tu es en train d'inspirer puis d'expirer, puis ça vient apporter tous ces effets-là. Merci beaucoup, c'était vraiment fascinant. Bien, merci à toi. J'espère qu'à la maison, vous avez du plaisir à essayer avec nous les respirations et que vous allez continuer de les faire dans votre quotidien. Namasté. Il y a quelques semaines, nous avons parlé avec Victoria, notre chroniqueuse culturelle des ondes musicales de Laval, qui se déroule du 13 juillet au 23 août. Et cette fois-ci, on va en découvrir davantage avec Erika Palmer, responsable des ondes musicales de Laval. Bonjour Erika, Bonjour. ça va bien? Très bien, merci. Oui. Les ondes musicales mettent de l'avant quel style de musique? Toutes sortes de styles musicaux. En fait, on va du pop-folk au classique, en passant par le jazz, swing, blues et la musique du monde, en fait, qui est un peu mise à l'honneur aussi. On a vraiment la musique du monde un peu partout dans les différentes zones. Et là, quelle est la programmation du festival? En fait, c'est plus de 40 spectacles, 300 artistes Wow. à travers la ville. Donc, c'est des artistes de la relève, des vedettes de demain, des têtes d'affiche aussi. Fait que c'est vraiment tout type d'artistes. Je peux vous en nommer quelques-uns? Oui, bien sûr. D'accord. On a démarré, en fait, cette troisième édition en grand avec... on avait les Lost Fingers au Vieux-Sainte-Rose. On a fait un record de fréquentation avec 850 personnes. On a aussi Émile Bilodeau au Centre de la Nature, Andrea Lindsay, Fanny Bloom,
Angel Forest qui est dans le blues. On a aussi le Montréal Guitare Trio qui va être à l'Église au Vieux-Sainte-Dorothée, qui était en nomination à la disque en jazz. Et pour une première fois, en fait, on va être dans l'Église au Vieux-Sainte-Dorothée. Fait que c'est une nouveauté pour 2018. On a King Melrose aussi. Donc, toutes sortes d'artistes et aussi, bien sûr, notre orchestre symphonique, l'Orchestre symphonique de Laval, qui nous fait 2 concerts spéciaux pour nous, avec comme invité spécial Elage Diouf, Musique du Monde, dont je vous parlais tout à l'heure. Fait que c'est Tradition du Monde, leur spectacle cette année. Et là, je sais que les zones musicales se déploieront dans 8 zones du territoire de Laval. Pouvez-vous nous en nommer quelques-unes? Oui, en effet. Donc, comme je vous disais, il y a le Vieux-Sainte-Rose, au Centre de la Nature. On est aussi à l'Hôtel de Ville. Au centre-ville de Laval, dans la vicinité de la Place Belle, qui est nouvellement arrivée, qui est un quartier qui devient culturel avec l'éducation aussi. Donc, on est à Saint-François aussi. Mais donc, au centre-ville, on a des spectacles à la Maison des Arts, dans la cour intérieure, mais aussi sur la place Claude-Léveillé, où là, on fait un spécial découvrir le centre-ville en devenir, qui est en transformation. Oui, je trouve ça intéressant parce qu'au début, j'étais le centre-ville. Il y a un centre-ville à Laval. Effectivement. Je suis née à Laval, je n'étais pas au courant. Ouais. Donc, c'est ça. Ils veulent créer un peu un centre-ville où il y a le Centre Bell, bien pas le Centre Bell, mais la Place Belle, en effet. Et le Collège Montmorency. Le Collège Montmorency, on a la Maison des Arts, la salle André-Mathieu déjà qui sont là. Il y a des choses à venir encore. Donc, on développe un centre-ville culturel, éducation. Intéressant. Et qui est en transformation, évidemment. Vous comprendrez qu'il y a des travaux à venir. Fait que ce qu'on fait avec notre présence zone musicale, on y va un peu dans l'esprit, justement, de transformation. On a maintenant des gens... Et d'exploiter le territoire un peu. Exact, c'est ça. Sur la place Claude-Léveillé, on a installé une terrasse éphémère qui est déjà là. Vous avez la programmation, vous pouvez venir prendre l'air un petit peu, vous installer là. Et on va avoir le 3 août, à la sortie du métro Montmorency, un groupe, là, j'ai un blanc de mémoire, qui va être en déambulatoire. Oui. Le 11 août, on est là aussi avec un spectacle avec Food Truck. Et le 17-18, là, c'est les gros spectacles avec installation, site aménagé, terrasse, food truck, bar, projection vidéo, avec artiste Alex Nevsky. Le 18 août, qui aura des artistes invités. Et le 17 août, excusez-moi, je suis allée à l'envers. On a Papa Groove aussi qui est là avec des artistes invités. Est-ce que tous ces concerts sont gratuits ou non? Tous sont gratuits. Tous sont gratuits. Et, comme je vous disais, il y en a un qui est en salle. En fait, on en a 2. On a le Montréal Guitare Trio qui est à l'Église, Vieux-Sainte-Dorothée. On a aussi un spectacle démo sur mesure qui va être au Théâtre des Muses à la Maison des Arts. Mais sinon, tout le reste est à l'extérieur, totalement gratuit. Ouais. Et là, si on veut avoir un petit peu plus d'informations, est-ce qu'on visite le site web des Ondes musicales de Laval? Absolument. Oui, tout à fait. C'est ondemusicales.laval.ca. C'est gratuit, mais est-ce qu'on doit réserver notre place à l'avance? Seulement pour les spectacles à la Maison des Arts. Tout le reste, premier arrivé, premier servi. Premier arrivé, premier servi. Et on vient pour plusieurs endroits avec sa chaise, si on veut être assis. Oui. C'est ça, la plupart des endroits. Sinon, au Centre de la Nature, il y a quelques estrades. Pour les grands spectacles, on a peut-être plus de chaises aussi. Et vous avez parlé de food truck. Est-ce que dans tous les concerts, il y a breuvage et nourriture ou pas? Non, pas partout. Non, pas partout. En fait, sur le site, toute l'information est bien précisée. Là. C'est vraiment les spectacles au centre-ville, à la place Claude-Léveillé, où on a food truck tous les soirs. Le bar, c'est seulement pour les 2 derniers, 17 et 18. Ouais. Super. Bien, merci beaucoup, Madame Palmer. On rappelle aux gens que les Ondes musicales de Laval se tiennent du 13 juillet au 23 août. Voilà. Merci. Merci à vous. Vous le savez sûrement, notre chroniqueuse Maison Hadi Show se spécialise dans la diversité culturelle. Mais qu'en est-il de la diversité culturelle à Laval? C'est ce que nous allons découvrir à l'instant. Bonjour, Hadi. Bonjour, Valérie. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Quand on parle de diversité, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est, parce qu'on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que ça englobe comme notion? Donc, la notion de diversité, ça inclut la variété, la pluralité et la différence. Donc, on parle de diversité d'opinion, diversité de genre, diversité politique. Donc, il y a vraiment une idée de variété. Maintenant, pour le terme diversité. Donc, on va parler maintenant de culture. C'est quoi la culture? On peut s'attarder à la définition d'Edward Burnett Taylor, qui est un anthropologue anglais du britannique du 19e siècle, qui définit la culture comme un ensemble complexe qui inclut les savoirs, croyances, arts, positions morales, droits, coutumes et toute
autre capacité et habitude acquis par un être humain en tant que membre d'une société. Donc, c'est quand même une définition complexe, mais en quelque sorte, c'est notre éducation, transmise ou acquise. Donc, au fil des années. J'aime ta définition parce que j'ai pris un cours la dernière session à l'université en action culturelle et ma professeure nous expliquait que même dans le milieu social, les anthropologues, les sociologues, ils ont de la difficulté à trouver une définition de la culture. Voilà. Parce que, comme tu dis, c'est complexe. C'est complexe. C'est un mélange de plusieurs choses. Exactement. Puis, c'est la définition qui est adoptée par l'UNESCO, puis qui est reprise un peu partout. Donc, pour aller expliquer la notion de diversité culturelle. Maintenant, quand on met les deux mots ensemble, diversité et culturelle, ça renvoie donc à l'existence de différentes cultures au sein d'une même population. Donc, une variété de traditions et de coutumes. Maintenant, on sait que la migration amène encore plus de variétés de coutumes et de traditions dans nos pays. Donc, c'est un phénomène qui contribue beaucoup à la diversité à l'intérieur des sociétés. Il y a un autre concept aussi dérivé de la diversité culturelle qui est le pluralisme culturel. OK. Donc, le pluralisme culturel est en quelque sorte la politique accolée à la diversité culturelle. OK. Voilà. Aurais-tu un exemple? Je te parlerai de l'interculturalisme ou du multiculturalisme. Donc, c'est des politiques quelque part qui vont pour, en dehors de la diversité culturelle, aller au-delà de la diversité culturelle en créant des liens, une interaction entre des individus et des gens de différentes cultures, et même certains qui portent différentes cultures. On parle aussi d'identité multiple. Dans le fond, c'est des politiques culturelles. Exactement. C'est une manière de comment on va gérer les diversités culturelles à l'intérieur d'un cadre politique. Voilà, d'un cadre politique, parce que c'est sûr que différentes cultures, différentes coutumes, différentes traditions qui cohabitent, il peut y avoir des grincements de dents. On peut éviter aussi que les uns vivent juste à côté des autres. Oui. Donc, c'est bon d'avoir une interaction. Donc, d'aller au-delà de la diversité en instaurant ce qu'on appelle le pluralisme culturel, qui est quand même une notion d'échange, d'interaction entre les différentes cultures. Un pluralisme que portent aussi les gens aux identités multiples. Ça peut être quelqu'un né de parents différents. Donc, de parents d'origine différente aussi. Cette personne va hériter souvent des aspects culturels des deux parents, mais aussi de la société où il vit, parce qu'on se construit dans cette société. Il y a l'apport de l'éducation, il y a l'apport de l'interaction avec les autres membres de la société. Donc ça, c'est vraiment des notions, tous dérivées de la diversité culturelle. Voilà. Maintenant, au Québec, on travaille plus sur l'interculturalisme. Oui, c'est ça, j'allais dire. Alors qu'au Canada, c'est plus le multiculturalisme. Multiculturalisme, voilà. Les gens ont tendance à opposer ces deux notions qui sont pourtant pas si différentes que ça. Je suis d'accord. Voilà. Le multiculturalisme fait la promotion des différentes ethnies, des différentes cultures qui sont respectées et mises en valeur. L'interculturalisme fait la même chose, sauf qu'elle va peut-être un pas plus loin en parlant d'interaction, en parlant de rencontres interculturelles, d'échanges, de connexion, de métissage, mais avec une base commune qu'on voudrait quand même instaurer, qui est une identité commune québécoise. Oui. Voilà. Ça aussi, c'est des notions de plus en plus dont on parle, dont on discute. Je parlais récemment avec un jeune Québécois qui me disait que lui, il n'aime pas le terme de vivre ensemble. OK. Voilà. Alors, c'est quand même ce Qu'est-ce qui est qu'il mis en n'aimait pas avant. dans ce terme-là? Parce qu'il dit que vivre ensemble, c'est comme chacun peut vivre, on vit ensemble, mais chacun avec ses différences. OK. Il parle plus de convergence. Lui, il aime beaucoup le terme de convergence culturelle, donc converger vers un même idéal d'une identité commune. Ce qui, peut, des fois, peut relever aussi du rêve, hein, parce que c'est ça que j'allais dire. Une identité commune. C'est difficile. C'est difficile. Surtout quand, comme tu le racontes, l'immigration amène que chacun a sa culture, ses traditions. Ses traditions, voilà. C'est difficile de dire, ben là, tu oublies tout ça pour quelque chose de nouveau. Voilà, parce que on est la somme de notre éducation, de notre culture. À 30 ans ou à 40 ans, c'est difficile de se défaire de tout ce qu'on est, ce qui nous a construit. On peut avoir d'autres influences, on peut apporter aussi. Bien sûr. Donc, cette identité commune québécoise, elle devrait aussi être multiple.
Oui. c'est-à-dire une identité influencée par les autres cultures qui vivent au Québec. Et là, avant de conclure, quelle est la diversité culturelle à Laval? On va parler de Laval, hein, notre Oui. belle ville qui est quand même très, très diverse, avec des chiffres qui sont surprenants. La première fois que j'ai vu ça, je souligne d'ailleurs que les chiffres nous ont été donnés par la conseillère d'Auteuil, OK. Jocelyne Frédéric-Gauthier, et ça vient du Développement social et économique Canada. De Laval, plutôt. Oui. Donc, Laval est la deuxième ville du Québec en termes de population immigrante. OK? On parle de 116 935 personnes immigrantes en 2016 et ça représente 28,5 % de la population en termes lavalloise totale, en termes de proportion. On dit aussi que de 2001 à 2016, la part des immigrants est passée de 15 % donc à 28,5 %. Donc une grosse progression, une croissance de l'immigration incroyable. OK? Les données sur les communautés ethnoculturelles montrent que les personnes immigrantes sont nées souvent au Liban, donc 10,6 %. OK. En Haïti, 10,3 %, donc des proportions pas mal proches. Et il y a aussi l'immigration récente qui vient de la Syrie et encore d'Haïti, qui sont les principaux pays de naissance des personnes immigrantes à Laval. Mais on trouve aussi des Arméniens, des Français, des Portugais, des Grecs, qui sont une immigration très ancienne, et les Italiens. Donc, c'est les grosses branches d'immigration à Laval. Alors, l'immigration a doublé de 2001 à 2016. Et il y a une progression de 122,8 % de la population par rapport à l'immigration à Laval. Donc, la population lavalloise croît démographiquement grâce à l'immigration, alors qu'il y a juste une croissance de 2,1 % des non-immigrants. OK. La croissance démographique là, Ouais. dont on parle. Et ça nous ramène à la chose la plus surprenante à Laval. Un enfant sur deux à Laval naît d'un parent immigrant. Quand même, c'est des C'est- grosses statistiques. C'est des grosses statistiques. Mais je pense, Adi, Oui. qu'on peut être très fiers que Laval soit aussi riche en diversité culturelle. Et je tiens vraiment à te remercier pour ces bonnes définitions de chaque terme important qui sont reliés à la diversité culturelle. Ça nous permet de mieux comprendre ce phénomène-là qui est bien actuel. Exactement. Puis les gens qui veulent en savoir plus peuvent aller sur le site de développement social et économique de Laval où ces statistiques sont disponibles pour Merci connaître. beaucoup. Merci Valérie. Laval regorge de jolis grands espaces verts et on prend souvent pour acquis les parcs, mais ils sont idéaux pour plusieurs activités. Et d'ailleurs, Laval a lancé le projet Dehors cet été et Victoria va nous en parler un peu plus. Bonjour, ça va bien? Mais oui, ça va bien, toi? Oui. Bien, c'est ça. Justement, Laval, avec 25 parcs, ont organisé des activités qu'on peut profiter tout l'été à travers les parcs, donc autant culturels que sportifs. OK. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, c'est pour tous les âges, là, je te dirais. Et là, c'est dans 25 parcs un peu partout à Laval. Oui, dans les 4 coins, là, vraiment. Là. Puis il y a aussi les grands parcs comme le Centre de la Nature, le Parc des Prairies qui en fait partie. Donc, pour commencer, je vais plutôt te parler des activités un peu inusitées qu'on peut faire. Oui. Donc, parce que c'est sûr qu'il y a des cours d'initiation, de découverte à des nouveaux sports, des nouvelles activités à faire, dont, mettons, le flag football, le ultimate frisbee. Mais il y a aussi des sports plutôt qu'on ne connaît pas vraiment. Donc, pour commencer, le poi. Est-ce que tu connais? Non. Le Non, poi. Le poi. Donc, c'est un mix entre les arts martiaux puis la jonglerie. OK. Et puis, c'est une longue corde qui est attachée au bout à un poids. Puis, vous faites tourner ça autour de vous. Puis, ça fait comme souvent, on les voit dans les numéros de cirque. Des fois, il y en a qui ont du feu au bout. Et puis, ben ça, c'est une activité que vous pouvez faire. Donc, découvrir c'est quoi le poi. Sinon, il y a aussi le yogi histoire. Donc, Ça me dit de quoi? C'est un mélange de yoga et d'histoire? oui, exactement, mais c'est fait plus pour les enfants. Ça. Oui. Donc, il y a soit de 0 à 5 ans ou sinon de 6 ans et plus. Et puis, c'est à travers une histoire que l'enfant va prendre les positions de yoga, comme par exemple dans la jungle. Il va avoir une histoire dans la jungle, puis là, l'enfant va pouvoir prendre les positions à intéressant. travers. Oui, c'est vraiment intéressant, surtout si l'enfant est un peu comme hyperactif, là, ça Ben peut oui. le calmer. C'est comme une histoire interactive, Oui, exactement, sportive. exactement. Puis, si vous voulez
plutôt bouger, mais avec comme des rythmes, là, je dirais, là, plus comme danser. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'activités de Zumba, un sport qui est quand même tendance. Là, tendance depuis plusieurs années. Oui, c'est ça. Mais là, vous allez en avoir en masse. Sinon, il y a aussi du tango argentin que vous pouvez découvrir avec des cours d'initiation. Donc, ça, c'est intéressant. Des fois, c'est Est-ce que, bon, c'est une danse qui se danse en duo? Est-ce qu'on doit obligatoirement arriver avec un ou une partenaire? Cette information-là, je ne l'ai pas. OK. Mais je pense que vous pouvez vous renseigner parce que c'est vraiment bien détaillé, chaque activité. Vous pouvez même vous renseigner auprès du parc, tout ça. Donc, sûrement qu'eux ont l'information. Et puis, vous pouvez aussi faire des cours d'initiation au djembé, ça, c'est le tam-tam africain. Et dans l'initiation, vous avez aussi de la danse africaine qui vous est présentée. Donc, c'est quand même... Donc, il y a un mélange de percussion et de danse. Oui, exactement. Puis là, pour rester dans le terme de la danse, de la musique, c'est sûr qu'il y a les ondes musicales qui sont présentées avec comme 40 spectacles gratuits qui sont présentés dans tous les parcs, dans plusieurs parcs de Laval. Vous avez aussi les pianos publics, ça, c'est des 4 pianos qui sont au Vieux-Sainte-Rose, Vieux-Sainte-Dorothée, au Centre de la Nature, puis au Parc des Prairies, que vous pouvez utiliser là, gratuitement. Puis aussi, à travers l'été, il y a aussi des activités qui sont organisées avec les pianos publics. Et là, toutes ces activités-là, comment ça fonctionne? On arrive sur place, il faut s'inscrire à l'avance? Non, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'activités où vous devez vous inscrire. OK. Il y a surtout un dépliant qui est très intéressant que vous pouvez retrouver sur le site de la Ville de Laval qui vous explique vraiment chaque activité, chaque endroit, l'heure, si des fois aussi si vous devez apporter quelque chose ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment tout détaillé, là, je dirais, sur le site. C'est le site de la Ville de Laval? Oui, exactement, sur le site de la Ville de Laval. Vous faites juste écrire « Dehors cet été, Laval », puis ça va vous sortir le site. Puis, côté plus culturel, on a les cinémas extérieurs, donc le cinéma en plein air dans le parc. C'est le fun, ça! Oui, fait que là, vous avez vraiment plein de choix, plein de films qui vous seront présentés pendant l'été. Et les films sont présentés en français, c'est bon à savoir. Puis aussi, c'est des films pour tous. Donc, c'est des films plus, je dirais, même familiales, comme par exemple Détestable Moi 3. OK, quand même. Oui, ou Les Bagnoles ou 3 aussi sont présentés. Fait que c'est vraiment comme, je dirais, plus familial. Il n'y aura pas de film d'horreur. Non, je comprends. C'est ça. Puis aussi, vous avez du théâtre. Puis ça, le théâtre, c'est vraiment plus pour les enfants. Donc, il y a 2 pièces de théâtre qui sont présentées tout au long de l'été. Vous avez le camping Jojo Western Macaroni. OK. C'est présenté au Centre de la Nature. Donc, c'est une histoire d'un petit garçon qui ne veut pas aller au camping Jojo avec ses parents. Sinon, vous avez une autre pièce de théâtre qui s'appelle Regarde-moi bien aller, que ça, c'est une pièce qui parle de sauver la Terre. Des amis vont s'unir pour sauver la Terre. Puis c'est vraiment fait pour un public de 5 à 12 ans. Là. Donc, vraiment une activité, ça, pour les enfants. Oui, exactement. Puis, pour terminer, il y a aussi une initiative de la Ville de Laval qui est de... Les enfants devraient plus lire, d'inciter les enfants à avoir plus de lecture. Donc, il y a plusieurs activités entourant la lecture, comme la tente à lire, qui est faite pour les 0 à 5 ans. Donc, c'est quelqu'un qui présente un livre, qui va raconter un livre à l'extérieur. Sinon, il y a les bibliomobiles. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi. Non, je crois en avoir déjà entendu parler, mais je pourrais pas m'avancer. C'est quand même intéressant. Dans le fond, c'est une bibliothèque mobile, donc un camion, qui a une panoplie de livres à l'intérieur que vous pouvez emprunter. Et si vous avez des livres à remettre, vous pouvez même les remettre à la bibliomobile. Donc, vous n'avez pas besoin de vous rendre nécessairement à la bibliothèque. Puis, c'est un prêt de 4 semaines que vous pouvez faire. Donc, c'est intéressant. Vous êtes à l'extérieur, vous pouvez choisir des livres. Donc, c'est vraiment une belle activité à faire. Bien, merci beaucoup, Victoria. Ce que j'aime, c'est que cette initiative permet de démocratiser les arts, la culture, de rendre ça accessible à tous. En même temps, ça met aussi de l'avant l'activité physique. Donc, c'est un très beau sujet aujourd'hui. Mais ça fait plaisir. Puis je pense que le message est clair. Dehors cet été. Je suis présentement avec Denise Cloutier pour parler du CIO, mais aussi de la stratégie de l'eau. Bonjour, Denise, vous allez bien? Bonjour. Très bien, merci. En premier lieu, le CIO, c'est un organisme à but non lucratif qui chapeaute le Centre de l'interprétation de l'eau. Quelle est la mission de cet organisme? La mission du CIO, en fait, c'est la promotion
de la protection et de l'utilisation responsable de l'eau. Et là, on peut tout de suite voir un lien avec la stratégie québécoise de l'eau. Pouvez-vous nous parler un peu de cette stratégie-là? D'ailleurs, la stratégie a été lancée sur les lieux mêmes du CIO le 27 juin dernier et elle comporte 7 grandes orientations, dont l'orientation 5. Il y a un des volets de l'orientation 5 qui correspond exactement à la mission du CIO, c'est sensibiliser le public à l'utilisation durable de l'eau. Donc, c'est exactement la même chose. C'est interrelié. On s'inscrit parfaitement et c'est une belle reconnaissance qu'on a eue du ministère qu'il fasse le lancement chez nous. Et là, comment va se déployer cette stratégie-là? La stratégie prévoit un investissement de 550 millions sur 5 ans dans son plan d'action. Donc, il y a énormément de mesures du plan d'action qui permettent, en fait, de prendre mieux soin de notre eau à travers le Québec et d'améliorer la gestion intégrée de l'eau au Québec. Les grandes orientations, je peux vous les nommer rapidement. Donc, oui. 1, assurer une eau de qualité pour la population, donc tout ce qui touche l'eau potable. Protéger et restaurer les milieux aquatiques. On sait que nos milieux aquatiques ont vraiment besoin de protection parce que, notamment sur la rive nord et le long de la rivière des Mélules, il en reste pas beaucoup par rapport à ce qu'il y en avait avant. Donc, il y a énormément à faire de ce côté-là. L'orientation 3, mieux prévenir et gérer les risques reliés à l'eau. Le gouvernement a mis des règlements pour assurer qu'on tient compte de la vulnérabilité des sources d'eau potable. Donc, ça, c'est un élément de ce volet-là. L'orientation 4, on mise sur le potentiel économique de l'eau. Alors, il y a des usages économiques reliés à l'eau, dont la navigation. Donc, il y a des mesures à ce niveau-là dans la stratégie. Et l'orientation 5 qui colle parfaitement à toutes nos orientations, notre mission, elle, c'est promouvoir une utilisation durable de l'eau. Donc, à l'intérieur de cette orientation 5, on a, ils vont mettre de l'avant aussi une nouvelle stratégie d'économie d'eau potable. Et nous, le CIO, on collabore déjà avec le ministère des Affaires municipales, le MAMO, dans le cadre de ce projet-là, cette stratégie avec notre projet Fantastico. Fantastico, c'est l'économie d'eau, en fait. Mieux enseigner aux enfants avec 12 fiches créatives où on fait des expériences sur l'eau. C'est une trousse qui est disponible pour toutes les écoles du Québec, qui a été envoyée déjà à toutes les écoles du Québec et qui permet de montrer aux jeunes comment mieux gérer l'eau. Et c'est bon de commencer à les éduquer face à ça tout petit. Tout petit, effectivement. Et c'est comme ça, cette année, qu'on a même lancé une activité dans les garderies, les CPE. Ça s'appelle « Bye bye caca, mais où vas-tu? » On sait à quel point les enfants sont intéressés par ça. Donc, oui. Alors, on a eu une très, très bonne réponse. Suite à ça, on a aussi les jeunes du 3e niveau primaire, donc 5e, 6e année, qui viennent au CIO faire des expériences en laboratoire, dans notre labo, où ils transforment de l'eau brute, prise dans la rivière, en eau potable. Donc, il y a 6 étapes qui font en laboratoire pour, justement, la transformer, cette eau. Et on voit des jeunes qui viennent chez nous qui ne savaient pas qu'ils pouvaient boire l'eau du robinet. Alors que l'eau du robinet coûte 1000 fois moins cher que l'eau qu'on achète en bouteille. Mais oui. Et l'eau embouteillée, en plus, on a la problématique du plastique qui vient avec et du plastique non réutilisable. Donc, c'est très, très avantageux pour nos jeunes d'apprendre que l'eau du robinet, elle est bonne. Des fois, il y a un petit goût chloré, on la laisse au frigo pendant une journée, puis on la boit, elle est très, très, très bonne. Surtout que Laval, a une eau potable primée, 5 étoiles, par l'ensemble du Québec. Donc, n'hésitez pas à boire l'eau du robinet, elle est très, très bonne à Laval. Vous amenez les jeunes à développer leurs connaissances de manière ludique, ce qui est bien. Et là, pour nos téléspectateurs, quelle serait une utilisation responsable de l'eau? Ah bien, il y a toujours la traditionnelle, ne laissez pas couler le robinet quand vous brossez vos dents, ne lavez pas votre entrée de garage avec la hose, mais plutôt avec un souffleur.
Récupérez les eaux de pluie de vos gouttières et laissez-les percoler sur votre terrain, ça va arroser votre gazon. Ou encore, il y a une chose que les gens font souvent, c'est prendre le drain et l'envoyer directement dans les égouts. Ça vient perturber totalement la production, l'assainissement des eaux. Parce que chaque goutte d'eau qu'on utilise, après ça, il faut l'assainir. Et avant qu'elle qu'elle retourne à l'environnement. Et au Québec, avec l'eau potable, on est très, très, très performant. L'eau qui sort du robinet, elle est excellente. Par contre, au niveau des eaux usées, il y a encore beaucoup de travail à faire, justement à cause des changements climatiques. Il y a beaucoup de quantité d'eau qui rentre dans nos réseaux. Et souvent, les usines ne sont pas capables de tout traiter. Donc, chaque petite goutte d'eau, par la toilette, changez votre toilette pour une 6 litres au lieu de 12 litres. Ça, c'est déjà un gros investissement. Pas un investissement, mais... Un gros changement. Un gros changement qui est un investissement pour l'avenir, pour nos enfants, nos petits-enfants. Bon. Merci beaucoup, Madame Cloutier. Si jamais on veut avoir plus d'informations sur le CIO, votre organisme, parce que vous avez aussi des expositions, des activités, donc on visite le site web de l'organisme. Merci. Je vous invite à voir notre exposition permanente, Le chemin de l'eau de la rivière à la rivière. Merci. Parfait, merci. Cette chronique sociopolitique est rendue possible grâce à Madame Monique Sauvé, députée libérale de la circonscription de Fabre, membre du bureau de l'Assemblée nationale du Québec. La Coupe du monde de soccer s'est terminée le 15 juillet et aujourd'hui, on va en parler avec Rares Burlaco. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Au plaisir de vous retrouver. Ben oui, ça va bien. Oui, ça va bien. Es-tu content de la finale gagnée par la France? Ben, je suis content. C'était, je trouve, un match de qualité en termes sportifs. C'était l'une des finales qui a eu le plus de buts signés d'une équipe et d'une autre. Je trouve que quand même un petit peu la Croatie a été pénalisée, surtout avec le penalty accordé par l'arbitre. Même lui, si vous vous rappelez, il s'est retourné encore une fois pour voir la preuve vidéo. Bon, c'est sûr qu'avec le penalty accordé comme ça a changé toute la dynamique de la finale. J'en ai entendu parler à la radio, mais moi, je ne connais pas beaucoup la Coupe du monde. Donc, quelle est la pénalty? La penalty, bon, c'est une exécution qu'on laisse libre, disponible à la partie adverse, suite à une faute sportive. Donc, il a touché le ballon avec la main. OK, donc c'était une pénalité. Une pénalité. OK, j'ai mal compris. Oui, pénalité, oui. OK. Oui. Puis ça a un peu désavantagé la Croatie. Ben, à ce moment-là, c'était un équilibre quasi parfait. Alors, c'est sûr qu'à déboussoler un petit peu l'équipe de la Croatie qui ne se retrouvait plus pendant la deuxième reprise. Voilà. Et là, la Coupe du monde a des impacts sur la politique. Peux-tu nous expliquer? Bien, ça a un impact d'abord parce que on sait la Coupe du monde a joué d'avant et avant tout dans un pays qui reste quand même, malgré sa complexité, un petit peu, il joue le rôle d'un paria. Bon, vu que présentement, le pays est soumis à des sanctions internationales encore pour l'annexation de la Crimée, une certaine invasion l'Ukraine de l'Est. Alors, tu sais, c'est dans un pays situé dans une zone euro-asiatique. D'où ça vient beaucoup de turbulences. Alors, le lendemain, on a vu, c'était la rencontre de Helsinki entre le président américain puis le président russe. Puis on a eu le ballon qui a été offert en cadeau au président Trump pour une sorte de bon souvenir, mais aussi avec un certain message. Voilà, le ballon est maintenant dans votre camp. Attention de bien la jouer puis ne pas accorder de penalty. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, ce petit message discret à double sens? Je trouve que c'était un geste extrêmement intelligent de la part de la contrepartie russe. Parce que, bon, c'est une sorte de diplomatie sportive quand même. Tu sais, c'était
dans le giron de cet grand événement sportif. Vous avez vu, très bien organisé d'ailleurs, impeccable, des grands stades, le public, les différentes nations qui étaient présentes et se sont comportées d'une manière exemplaire, civilisée, donc pas de controverse de ce côté-là. Alors, sur c'est un camp quand même sportif où il y a une certaine rivalité. Alors, on se donne de coups, mais quand même, on garde un certain intérêt. Oui. Exactement. Alors, translater du monde sportif dans le monde politique, exactement le même type de gestes. Puis, d'ici, l'une des parties, la Russie, a donné aux autres un souvenir pour jouer, pour continuer à débattre, pour continuer à négocier, pour continuer à avoir une relation pour le bien de tous, parce que n'oubliez pas ces deux grandes puissances nucléaires aussi. Puis Dieu sait, avec la controverse qu'on avait l'année passée, qu'est-ce que ça pourrait arriver. Alors, je trouve que c'est encore une fois un geste diplomatique d'envergure. Mais là, c'est ça, moi, j'allais dire, à cause de la controverse qui nous indiquerait qu'il y a eu de l'ingérence de la Russie dans les élections américaines, les dernières élections américaines, est-ce que ça nous démontre que, dans le fond, peut-être qu'ils auraient une relation plus amicale qu'on le croit entre Trump et le président de la Russie? On ne connaît pas pour le moment le sujet exact des discussions. Je vous rappelle qu'ils parlaient entre eux avec juste des translateurs, des interprètes. Puis là, après, les deux délégations, ils se sont réunis pour un déjeuner un petit peu plus intime. Oui. Donc, tant qu'on ne connaît pas, on ne pourrait pas s'exprimer parce que ça... Mais rentrer sur un certain terrain d'analyse, on pourrait dire que quand même, les États-Unis cherchent à avoir une position vis-à-vis de la Russie un petit peu plus solide. Plus solide d'abord, plus favorable peut-être, parce qu'on a vu dans différents dossiers au niveau international, il faut l'avouer, les États-Unis ne sont plus présents. Moyen-Orient, libre-échange, influence sur l'Asie, malgré certaines démarches diplomatiques. Alors, les États-Unis essaient de voir un positionnement un petit peu plus précis par rapport à la Russie, qui, elle, est en pleine offensive diplomatique internationale. Vous voyez la présence en Syrie, vous voyez leur relation avec l'Égypte, l'Iran, avec l'Union européenne, où, malgré certaines sanctions économiques, la Russie demeure le principal fournisseur du gaz qui est nécessaire pour le développement économique de certains pays de l'Union européenne, notamment l'Allemagne, qui est un grand consommateur de gaz méthane. Voilà. Mais en même temps, je trouve ça bien s'ils veulent rendre leur relation plus favorable, mais une ingérence, on s'entend que ça, je suis contre ça. Voilà, donc est-ce que, alors on se pose la question, est-ce que la relation pourrait devenir plus favorable parce qu'on sait qu'en arrière, en fait, ça a été un coup de main très fort accordé par l'administration russe à un des candidats lors des élections d'il y a 2 ans. Donc, la favorabilité, c'est une conséquence ou bien c'est un souhait, un désir de la Russie. C'est une nuance extrêmement importante dans ce contexte. Encore une fois, on ne peut pas s'exprimer parce qu'on voit le procureur... On n'a pas encore toutes les preuves. Qu'il a mis sous accusation 12 personnes pour l'ingérence dans le processus électoral américain. Ouais. C'est sûr et certain qu'il y aura des preuves, puis le tribunal, certains tribunaux doivent s'exprimer là-dessus. Ça reste un débat important. Merci beaucoup, Ravel. C'était très intéressant. Au plaisir. La critique cinéma aujourd'hui est sur le film Skyscraper, qui met en vedette Dwayne Johnson, un de mes acteurs favoris. Bonjour Nicolas, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Comment as-tu trouvé ce film? C'est un film qu'on va oublier. C'est pas un très, très bon film. Okay. Moi, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit,
c'est une blague ou il y a peut-être quelque chose que je comprends pas. Le marketing est très, très, très mauvais. Ça, OK. La première bande-annonce, là, on comprend que c'est un père de famille, un vétéran, il a été blessé, c'est un amputé, il lui manque une jambe, et là, il devient chef de la sécurité sur le plus haut building au monde, genre 1100 mètres de haut. Moi, je l'ai regardé la bande-annonce parce que j'ai pas vu le film, mais je me suis dit, un film d'action. Oui. Un film d'action. Typique, là. Oui, typique, mais le mettre à cette période-ci de l'année et avoir un gros marketing à propos de ce film-là, je comprends. On met un film à cette période-ci de l'année, on veut que ça devienne une franchise. De toute façon, il fait compétition avec les grosses franchises. Puis, bon, c'est normal de faire de la publicité là-dessus. Oui. Mais bon, la première bande-annonce, comme je le disais, c'est ça. Bon, là, on comprend que le building est en feu et sa famille est prise dans le building et lui doit aller les sauver. Pourquoi, comment, je ne veux pas trop en dire parce que l'histoire est tellement mince. Ah et oui, hein? Je trouvais que ça avait l'air comme du réchauffé. Je trouvais pas que ça a l'air si incroyable que ça. Et surtout, bon, ce film-là, bon, on veut nous donner des grosses émotions avec Dwayne Johnson qui est suspendu après des cordes, après n'importe quoi, ou dans le vide, en haut de l'édifice. OK, mais il ne faut pas oublier que dans 2 semaines, il y a Mission Impossible, le nouveau, qui va sortir avec Tom Cruise, qui fait ses cascades. Et semblerait-il que... C'est de la grosse compétition, là. Il y a 56 ans, il fait encore la plupart de ses cascades. Ah oui, ça, je savais pas. Et semblerait-il que c'est spectaculaire, ce film-là. Donc, de faire compétition avec un film comme Mission Impossible, quand même, il faut avoir du culot d'une certaine façon. Et moi, je me disais, soit que c'est la pire idée au monde, ou soit qu'on nous réserve une grosse surprise. Et finalement, c'est la pire idée au monde. Ça me fait penser un peu à un mockbuster du film Die Hard. Un mockbuster, pour ceux qui ne le savent pas. Oui, ça, j'allais te demander. Avant qu'un film sorte, n'importe quel gros film, exemple, le dernier Jurassic Park. Oui. Bon. Juste avant qu'il sorte, il y a des compagnies qui se spécialisent à faire des copies vraiment cheap de ces films-là. On copie le film juste assez pour que les gens soient dupés quand vient le temps de l'acheter ou de le louer, parce que, regarde Jurassic Park, pourquoi aller le voir au cinéma? Il semblerait être là en location. Et finalement, c'est une copie qui est comme... Il manque certains éléments pour vraiment que ce soit considéré comme une copie et qu'il soit poursuivi en justice. Okay. Donc, c'est bien là-dessus. C'est pour ça qu'ils peuvent s'en tirer. Ouais. Mais si Die Hard aurait eu si Die Hard serait sorti maintenant et il y aurait eu un mockbuster, ça aurait très bien pu être Skyscraper parce que... Juste pour être sûr que je te suis bien et que nos auditeurs aussi, est-ce qu'un mockbuster peut se retrouver au cinéma ou non, c'est vraiment juste... Non, absolument pas. Ça se trouve en location, okay. Mais ce film-là, le réalisateur, Rawson Marshall, c'est un gars qui fait des comédies. Central Intelligence avec Dwayne Johnson, il y a 2 ans, c'est lui qui l'a réalisé. Okay. Donc, il fait des bonnes comédies, c'est bien, mais je passe de comédie à gros films d'action comme ça, avec un budget de 125 millions. Il l'a un peu raté. C'était pas la meilleure idée au monde. Mais aussi, Dwayne Johnson, lui, il est connu pour sauver des franchises. Ce gars-là, entre autres, avec Rapide et Dangereux, c'est une franchise qui était en train de descendre pas mal. Et depuis que Dwayne Johnson est embarqué dans la franchise, les films n'arrêtent pas de battre des records au box-office. Mais il colle bien avec l'image de Rapide et Dangereux. Oui, tout à fait. Et là, on le laissait avec à peu près tout ce qu'on peut trouver. San Andreas, Hercule et... bon. Ah oui, on le met un peu partout. C'est ça. Skyscraper, par contre, là, on se rappellera pas de ce film. Non, hein? Non, du tout. Je te le conseille pas. Je le conseille pas à personne. Sauf peut-être en location, si vous êtes à la maison, vous avez mal à la tête, vous êtes malade, vous voulez mettre votre cerveau à off. Skyscraper, c'est correct pour ça, mais se déplacer, aller le voir au cinéma, il y a Mission Impossible qui sort dans 2 semaines. Il y a tellement de meilleures choses à faire. C'est pas juste de l'argent que vous allez perdre, c'est du temps de votre vie que vous pourrez jamais retrouver. Mais moi, j'essaie de comprendre, là, tu y vas avec ton opinion, oui. Pourquoi un producteur décide de lancer un film d'action quand Mission Impossible, qui est un film avec beaucoup de succès, va sortir quelques temps après? Je me dis... Bien, la logique de ça, c'est que
ce film-là sort 2 semaines avant. Donc, le but, c'est de rentabiliser le film le plus rapidement possible. Donc, on espère qu'en dedans de 2 semaines, si le film aurait pu être numéro 1 dans sa première fin de semaine en Amérique du Nord, ce qui n'est pas le cas, il est arrivé au numéro 3 avec une vingtaine de millions, en tout, c'est 64 millions à travers le monde. Donc, le but, c'est que dans la première fin de semaine, c'est d'arriver numéro 1 et c'est estimé qu'on peut perdre à peu près 50 du chiffre d'affaires par semaine, tout dépendant de la compétition. Mais une bonne fin de semaine au numéro 1, ça peut faire en sorte qu'au bout de la ligne, bon, le film, même s'il va perdre rendu à Mission Impossible, on peut avoir quand même atteint un certain succès. C'est ça. Le Skyscraper va rentrer dans son argent. Ça ne sera pas du tout une future franchise, ou je ne pense pas. Mais, tu sais, ils prennent des chances et c'est très correct comme ça. Dwayne Johnson est capable de faire des miracles au box-office. Donc, tu sais, ça vaut le coup de prendre... Ils ont pris la chance. Exactement, ils ont pris la chance. Merci beaucoup, Nicolas. Aujourd'hui, on est au Festival Diapason, un festival de musique indépendante qui a pour but de faire connaître les artistes émergents, mais aussi de pouvoir vous faire apprécier les artistes déjà établis au Québec. C'est plus de 30 spectacles gratuits que vous pourrez voir dans le festival. Et puis nous, on se concentre sur la scène rock indépendante. On va interviewer Kate Kuna, Morose et aussi le nouveau projet de Xavier Caféine, Sacré-Cœur. Absolutely nothing. You can't bring your money. You can't bring your car. You can't bring your nothing. Absolutely nothing. It's gonna happen to me. It's gonna happen to you. But me, I want the work to do. Take it in the sky no matter what you choose. So speak, blood, die. You know we're gonna die. We're gonna die. We're gonna die. Gonna die. Gonna do this. Gotta survive. Alors aujourd'hui, on rencontre Sacré-Cœur, le nouveau projet de Xavier Caféine, de Michel Dagenet et Éric Goulet. Puis on a aussi Ben Casey. Donc maintenant, le projet Sacré-Cœur, d'où est venue l'idée de faire... Je sais pas qui je Vas-y, Michel. Ben, c'est Sacré-Cœur. C'est quand on s'est rencontrés, moi et Xavier, puis qu'on s'est rendu compte qu'on était des Sacré-Cœurs. C'est simple comme ça, hein? Parce que là, c'est une relation récente, là, que vous... Ben, ça fait déjà un petit bout. Un an et demi. On s'est rencontrés... Plus qu'une fois, mais la dernière fois qu'on a parlé, on a fini par parler de musique. Puis des fois, on est rendu à un endroit dans la vie. Tu sais, on a tous fait certaines choses. C'est Éric qui a fait de la musique depuis longtemps, Ben aussi. On a tous fait de la musique depuis longtemps, mais c'est comme, il y a des musiciens qui continuent à vouloir se réinventer ou qui pensent qu'ils n'ont pas encore trouvé la voie ou qui veulent continuer dans l'étude, mettons. Oui. Je pense que c'est ça qu'on voulait dire. On voulait continuer dans l'étude. Moi, je me sens comme encore un étudiant et non comme un maître, tu sais. Je veux apprendre. Je veux pas enseigner, je veux apprendre encore. Donc, c'est ça. Puis là, on s'est dit, on va s'échanger nos sciences parce qu'on a deux choses. On travaillait différemment. On travaillait parallèlement, différemment. Puis on n'a pas le même rôle. On s'estimait beaucoup un l'autre. Puis la rencontre, bien, ça a fait boum, puis ça a fait les tunes qu'on entend. C'est ça. Au départ, c'était pour faire un album de Caféine, mais moi, à un moment donné, je suis venu voir Michel, j'ai dit, c'est pas un album de Caféine parce que moi, je veux plus ton input encore, puis même, je veux même que tu chantes. Je veux qu'on fasse un projet. Puis là, on a rencontré Éric au Cheval Blanc, un moment donné, on s'est mis à jaser avec Éric, puis... Éric est un vieux chum. C'est un autre Sacré-Cœur, ça. Ça fait longtemps que tu es dans la musique. Sacré-Cœur dans l'âme. Oui, c'est ça. Ça fait quand même assez longtemps là, qu'on te voit sur la scène québécoise aussi. Donc, puis là... On l'a invité à venir au studio. D'habitude, on a invité plein de monde. Ouais, c'est le seul qui est venu. Ah ouais? On dit, on va y aller à 2h. Mais toi, ça sonne à 2h. Qui c'est donc qui peut bien venir? C'est Éric. Il est venu. Ah non, faut lui faire arrêter nos affaires. Faut être sérieux, faut être sérieux. On a le micro, on a dit, vas-y, mon homme, chante. Tiens, va voir me chanter. Puis là, Sacré-Cœur, on s'attend à quoi quand on écoute ça? Du pur bonheur, franchement, du pur bonheur. C'est si nous, on n'a pas vraiment, sans aucun doute, on est si on sait que ce qu'on fait, c'est écœurant, on danse, on rit, on boit, on a du fun, puis c'est contagieux. Puis si ça ne l'est pas, c'est pas Sacré-Cœur. On
Ça- La recette de Sacré-Cœur. C'est ça. C'est sans compromis. Il faut que ce soit simple, il faut que ce soit bon, il faut qu'on aime ça, il faut qu'on fasse des choses qu'on aime. Tu sais, de nos jours, on fait de la production, puis on répare tout. Il y a une manie là, où est-ce que tout doit être drette, d'un case, tout ça, puis tout ce qu'on écoute n'est pas comme ça. Moi, j'écoute Elvis, j'écoute Iggy Pop, j'écoute Joy Division, j'écoute... Mais il y a un peu d'Elvis, hein, dans... C'est tout croche. C'est comme ça que c'est bon. De tout... Ben, en fait, Tout le rock'n'roll. Ouais, ben, tout le rock'n'roll, c'est ça. Rockabilly? Ben oui, c'est Il sûr. y en a parce que c'est le début. C'est sûr, parce que on a chacun nos influences. Puis que, inévitablement, moi... Moi, j'aime beaucoup de punk puis de new wave, j'aime beaucoup de vieux rock'n'roll. Moi, c'est la même chose. Mais c'est ça, c'est la même chose. Fait que finalement, on se retrouve. Puis... avec un drummer, avec un rockabilly. Ouais, Pas rockabilly du tout. Il a une barbe, il peut pas être rockabilly. C'est ça, j'ai pas le droit d'être rockabilly. Mais là, vous autres, vous êtes plus dans... Vous apportez quel style musical, peut-être plus dans le band? Je sais pas. Pas vraiment un style musical. On a des couleurs, on est là la pour, folie, dans un peu de mon- folie. Dans mon cas, je suis là plus pour faire les parties de clavier, puis les guitares quand il s'en prend, tu sais, mais je veux dire, à ce stade-là du projet, j'amène pas vraiment un style comme tel. Je contribue au style, j'essaie de le renforcer, mais je suis pas là pour le définir. Puis, côté plus artistique, c'est toi qui as choisi de faire le visuel du band. Donc, j'ai vu que tu peignais. Ouais, tout ça, c'est arrivé ça, dans la dernière année. Pogne pas pire. Ouais, je suis pas pire. Pogne puis pogne. Je pogne pas pire. Mais le sexe m'intéresse plus. Ah bon? Fait que ça sert un peu à rien. Changer de pinceau? C'est pas... Ouais, il me trempe le pinceau ailleurs. Ouais! Dans le rose néon, le bleu, le blanc, ça fait des belles têtes. Mais non. Qu'est-ce qu'on disait? Ouais, ben c'est parce que tant qu'être capable de le faire, puis pour l'instant, c'est ça, mais je vois pas pourquoi on laisserait quelqu'un d'autre le faire si je suis capable de le faire ou quelqu'un dans le groupe est capable de le faire parce qu'on saisit. Là. C'est vraiment, moi, je le vois vraiment comme une continuité du projet. C'est un projet artistique, puis ce qui crée, ça va dans la suite du projet, ça va dans la suite de l'inspiration de ce qu'on fait. Il se laisse inspirer sur le... Puis c'est magnifique, tout le monde. Bon, ah, Xavier, t'es bien bon! One more time. Mais ça sort tout seul. Moi, je suis béni de ça. Là. J'ai pas de mérite. Là. Autodidacte. Ça vient tout seul. C'est pas moi qui fais ça. La musique, c'est pareil. C'est quand l'album de Sacré-Cœur? Quand ça va sortir? Ben là, on est en pourparlers en ce moment, puis on devrait avoir un 45 tours. Un 45 tours cet automne. Puis l'album, on verra. Peut-être un album, peut-être un EP, peut-être... mais ça va, dans la prochaine année, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont sortir. Eh bien, merci. Un gros merci d'avoir été avec moi, d'avoir répondu. C'est une bonne idée. Puis, ben, vous suivez. 45 tours va sortir de Sacré-Cœur très bientôt. Puis, il y a aussi des shows qui s'en viennent. Il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, mais on est là-dessus. Là. Ça commence. Là. On s'est en forme. On a mis le projet. On a mis le projet au monde, mais là, il est en train de se développer. Puis on ne sait pas où est-ce que ça va aller, comment ça va se passer exactement. Encore là, ça ne nous appartient pas tant que ça. C'est ça. On laisse ça aller. On verra ce que ça donne. Moi, je pense que ça va bien marcher parce que nous, on a du plaisir. Puis normalement, c'est ça qui est contagieux chez un band. Moi, j'aime aller voir des gens qui aiment jouer, qui ont du plaisir et qui m'amènent quelque part. Puis ça, je peux te garantir qu'on le fait parce qu'on a l'humilité de faire ça, même si on a l'air de se prendre pour d'autres sur le stage. Quand tu as l'air de te prendre pour un autre sur le stage, parce que tu as l'humilité de ton art. Tu as le droit, tu as eu la permission. On a le droit d'avoir du fun, en tout cas. On a le droit d'avoir du fun. En tout cas, je vous ai vu, vous avez l'air d'avoir déjà du fun au soundcheck. Fait que déjà, c'est bon. On joue. Le métier, c'est de jouer comme les enfants. Tu viens, tu joues avec moi, viens. Tu peux jouer avec moi demain matin? Viens. Demain, on joue ensemble. Hein? Rick qui est venu jouer avec vous. Ouais, il vient jouer avec nous. aussi, j'aime ça jouer. Pareil, c'est tous des Sacré-Cœurs. Oui, c'est vrai. Tous les Sacré-Cœurs sont bienvenus. Bon, ben, si vous voulez faire partie de Sacré-Cœur, venez les voir en show puis écoutez-les. On va jouer un petit peu quand même, là. Oui. Merci. Pas de sax. Non, un sax correct. Ça va, je suis même bien. En direct du festival Diapason, c'était Victoria Savoie pour MaTV Laval. C'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle que tous les dimanches matins, c'est votre bingo TV Laval. 3 500 $ en lot, 2 500 $ la carte pleine.
N'oubliez pas, le dimanche matin, c'est bingo. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on se voit la semaine prochaine.